Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à Ken Plaza, Bayrou-Tana. Sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous autour du thème principal. Science au service du peuple, prenez rendez-vous. Car c'est ici que les intelligences se réunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro le plus 243 89 95 49 969 ou le plus 243 81 78 38 089. Nous n'avons même pas encore atteint 20% d'accès à l'énergie. Alors c'est pour cette raison que la première intervention de ce panel va s'articuler autour des enjeux énergétiques. Et pour cette présentation, j'ai l'honneur d'inviter le professeur Jean-Marie Béa. C'est au fait le vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa. Il est également le coordonnateur scientifique du corps d'élite scientifique de l'UDPS. Et son domaine de recherche, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est la modélisation, la simulation, les tests et mesures dans les systèmes électro-énergétiques. Donc, vous allez comprendre que c'est la bonne personne à la place qu'il faut. Alors, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, monsieur le professeur. Ok, bonjour à tous. Ma présentation, vous l'avez déjà lu, les enjeux énergétiques de la RDC, évidemment, face aux défis de développement de la RDC. Je vais rapidement donner une petite introduction. Je parlerai de l'énergie et des consommations, de la nécessité d'industrialiser la République, le besoin en énergie pour pouvoir nous industrialiser, pour une RDC émergente comme je l'ai mis. Je parlerai du développement parce que nous sommes dans les défis du développement de la République. Et puis aussi, je ne peux pas passer sous silence la création des grandes écoles parce qu'en fait, le développement, ça se fait avec des personnes. Évidemment, le guide du programme de 145 territoires avant de terminer par une conclusion. En fait, ce qu'on doit savoir, c'est que toute activité humaine demande de l'énergie. Toute activité humaine. Marcher, manger, s'éclairer, ça demande de l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'électricité chez nous, il n'y a pas de logement, etc. Il n'y a pas de routes non plus, etc. Donc, on a besoin de l'énergie pour vivre, en fait, correctement. Bon, ça marche pas ce truc. La vision du gouvernement par rapport à l'énergie, c'est un texte que j'ai tiré d'un document de l'ANAPI. L'énergie est le moteur du développement, en ce qui permet un décollage économique, agricole, ça fait partie de l'économie, et industrielle. En fait, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Moi, j'ai dit, l'énergie, c'est le nerf du développement. Et dans cette présentation, je tenterai de montrer la relation entre l'énergie, l'industrialisation, le développement et le nombre d'ingénieurs que la République forme. Alors, en fait, l'énergie, qui est le nerf du développement, comme je l'ai dit, recouvre deux réalités. La réalité énergie comme travail, le travail pour produire quelque chose, et aussi une réalité qui est la ressource énergétique. En fait, c'est beaucoup plus cette ressource énergétique qui fait partie, qui est l'intérêt de mon intervention, ressource énergétique qu'on utilise
pour divers usages industriels et domestiques. Il y a plusieurs sortes d'énergie, plusieurs formes d'énergie. On a l'énergie thermique, la chaleur, etc., l'énergie chimique associée aux atomes, l'énergie du soleil, rayonnante. On a l'énergie nucléaire, tout le monde sait à quoi ça sert. L'énergie électrique, évidemment, l'énergie mécanique, il y a aussi des formes cinétiques et potentielles. En physique, l'énergie est représentée, et à une unité classique qui est le joule, mais il y a des unités équivalentes qui correspondent toujours au joule. Par exemple, on a un watteur. Le watteur, c'est la facture en termes de watteur, kilowattheure, etc., qui correspond à 3600 joules. On a l'hexajoule qui est en fait l'unité qui sera, et on verra, qui est utilisée beaucoup plus pour pouvoir quantifier l'énergie au niveau du pays, au niveau des grandes masses, qui représente 10 exposant 18 joules. On a la tonne équivalent pétrole, c'est un peu utilisé de la même manière que l'hexajoule, au niveau toujours des grands ensembles qui correspond à, par une tonne équivalent pétrole, c'est 42 gigajoules, donc 42 fois 10 exposant 9, etc. Il y a tout un tas d'énergie, d'unités correspondantes à l'utilisation qu'on en fait de l'énergie. Alors, quelles sont les sources d'énergie que l'on a ici en RDC? On a en fait toutes les sources que l'on connaît. On a l'uranium, le charbon, le bois, le pétrole, le gaz naturel, etc. Il y a quelques valeurs que j'ai pu trouver dans la documentation qui sont indiquées là-bas. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est qu'on a les sources d'énergie primaires qui sont là-bas, qui peuvent être transformées en sources d'énergie secondaires, et parfois même ces secondaires peuvent être des énergies finales, en fait celles que l'on utilise dans les usages domestiques ou industriels. Ça peut être l'électricité, ça peut être les carburants pour les voitures, etc. Alors, on regarde un peu la consommation d'énergie, parce que n'oubliez pas, j'essaie de montrer dans cette présentation la relation entre les énergies, l'industrialisation, le développement, évidemment, les nombres d'ingénieurs dont on a besoin pour pouvoir réaliser tout ça, parce que ça s'est fait avec des hommes. On regarde que sur les 50 dernières années, ça c'est un document, en fait ce sont des graphiques tirés de l'Agence internationale de l'énergie. Sur les 50 dernières années, en fait, la consommation d'énergie a plus que doublé. Donc ça c'est autour de 1971, ça c'est des valeurs de 2019, donc il y a pas longtemps. Donc on voit bien que selon toutes les sources d'énergie, on a le charbon, le pétrole, le gaz. Ça c'est quoi ça? Je vois pas très bien. Les biofuels et puis l'électricité, ça n'a fait que augmenter, d'ailleurs avec presque une augmentation systématique de la consommation du pétrole. On voit bien que le charbon n'a pas beaucoup changé. Alors, comment ça s'est réparti? Ça reprend un peu la même courbe, mais on prend la situation de 2019. On voit qu'une bonne partie de l'énergie, c'est dans le pétrole. On prend aussi le pétrole, il y a le gaz naturel, il y a le charbon. Et qu'est-ce qu'on note ici? On a presque 78% d'énergie qui est consommée dans le monde, donc c'est des consommations mondiales, proviennent de combustibles fossiles, qui sont riches en carbone. Bonjour la pollution. Et ce qui est aussi mis dans le deuxième camembert qui est là, c'est que on note des sources de production d'électricité. Qu'est-ce qu'on note dans ces données? C'est que 63% d'électricité provient aussi de sources fossiles. Donc, c'est bien difficile de se passer des sources fossiles, donc du pétrole et du gaz. La guerre de l'Ukraine nous indique très bien les ennuis de l'Europe avec l'Union soviétique. Et je vous signale que chaque jour qui passe, l'Europe payait à l'Union soviétique 400 millions de dollars pour chaque jour, d'euros plutôt, 400 millions de dollars par jour pour avoir le pétrole et le gaz. Quand on prend de la consommation de l'Europe, c'est vous dire l'importance de l'énergie.
On peut aussi regarder par région, la consommation d'énergie. Ça, c'est les pays de l'OCDE, hein. La Chine qui est là, hein, donc c'est presque deux tiers du pays, hein, des pays de l'OCDE, qui sont en fait 38 pays qui englobent en gros 80% de l'économie mondiale. Hein, c'est vraiment dans ces pays là-bas, les États-Unis, l'Europe, etc., etc. Et ce qui est intéressant pour nous, l'Afrique ne consomme que 6% de l'énergie mondiale. Et pourtant, nous représentons 17% de la population. On pourrait bien s'attendre à ce qu'on soit aussi, hein, qu'on consomme au moins 17%. Mais nous, on est vraiment très loin. Et la RDC, forcément, la RDC, forcément, on est 1,28% de la population. Bon, voilà, on verra les chiffres de la RDC. Donc, c'est assez impressionnant quand on note que l'Europe, non, les pays de l'OCDE, parce qu'ils ne sont pas tous d'Europe, et la Chine représente plus ou moins 60% de la consommation mondiale de l'énergie. On peut aussi regarder la consommation mondiale d'énergie par rapport aux usages. Hein. Ici, on a un tableau, plutôt un camembert qui représente par rapport à la consommation du charbon. Hein. C'est dans une partie dans les industries de fer et de métaux, dans les pétrochimies, minéraux, des matériels non minéraux, etc., etc. Et ça, c'est pour le pétrole. Mais ce qui est très important, ça, c'est pour le gaz et l'électricité. Ce qui est très important, c'est la synthèse qui est faite ici. En termes d'usage des principales sources d'énergie, on prend le charbon, le pétrole, le gaz et l'électricité, on note que 68% de l'énergie qui est consommée dans le monde, c'est utilisé dans les industries, dans les transports, utilisé dans les ménages. Le reste, c'est réparti entre les industries, le transport, les services publics et les commerces. Lorsque on regarde les pays qui consomment le plus d'énergie, c'est toujours intéressant. On a la Chine, qui consomme le plus d'énergie. On voit bien, hein, par usage aussi, c'est d'abord l'industrie, hein, le gros morceau, suivi du transport, bon, les autres sources de bas, et puis il y a les ménages qui sont là, donc dans les résidentiels, ça c'est non spécifié. Les États-Unis, hein, un peu dans les mêmes proportions, l'Inde, la Russie, hein, en Corée, et le Japon. Et ça, c'est un peu les détails par rapport aux industries dans chacun de ces pays, dans l'acier, le fer, les pétrochimies, etc., etc. Donc, qu'est-ce que on peut aussi dire par rapport à ça, pardon? J'ai repris ici quelques consommations d'énergie dans un certain nombre de pays qu'on connaît. Hein. Bon, voilà, c'est des données tirées de la Banque mondiale. Les États-Unis, c'est consommation d'énergie par habitant et par an. Ici, c'est exprimé en kilos équivalent pétrole, j'en ai parlé tout à l'heure, ou l'équivalent en kilowattheure. Et ça, c'est la consommation uniquement d'électricité par habitant et par an. On voit très bien que, voilà, nous, la RDC, on est là, on est à 109 kilowattheures par an, avec l'énergie totale de 389 kilos équivalent pétrole par an et par habitant. Ce qu'il faut noter que ceci là fait partie de ça, bon, ou de ça en équivalent kilowattheure. Donc, quand on regarde la dernière colonne qui représente le rapport entre, ou disons la part d'électricité par rapport à la consommation de l'énergie totale par habitant, on note que la plupart des pays sont autour de 15%. Hein. Les États-Unis, hein, donc les Américains, consomment une masse d'énergie de 79 kWh par habitant, et de ces 79 kWh par habitant et par an, 16% c'est seulement pour l'électricité. Hein, on voit un peu les autres pays, la Belgique c'est 14%, 15%. Ce qui montre que, en fait, contrairement à ce qu'on pense, les gros d'énergie est utilisé dans les industries, les transports et les commerces, et pas dans les ménages. C'est vraiment l'élément le plus important. Évidemment, nous, on a 2% là-bas déjà, on a déjà très peu, mais l'électricité, c'est juste
2% de ce que nous consommons comme électricité. Pour revenir un peu plus en détail sur la situation de la RDC, nous consommons 389 kilos d'équivalent pétrole par habitant par an, mais quand on regarde un peu plus en détail, le gros, donc 95% de cette consommation, c'est pour faire la cuisine, pour préparer. C'est le bois de cuisson, tout simplement. Ce sont les 5% là-bas qui sont utilisés dans les transports, dans les commerces et dans les industries. Et on est vraiment très, très loin d'un fonctionnement normal. Donc, le gros ici, 95% de la biomasse, ce qui cause évidemment beaucoup de dégâts pour nos forêts. Et du coup, on se rend compte, à partir des données que nous voyons ici, qu'il y a nécessité d'industrialiser la RDC. Donc, il y a donc nécessité d'une industrialisation de la RDC. L'industrialisation, tout le monde connaît, c'est le passage d'une économie traditionnelle à une économie mécanisée où on produit des biens manufacturés dans les entreprises. C'est ça l'industrialisation. Ce qu'il faut noter, on l'a vu au travers de la consommation d'énergie, et que tous les pays riches sont des pays industrialisés. Tous les pays riches. On a vu qu'ils utilisent en moyenne 15% de l'énergie dans les ménages, et le reste, disons 85%, c'est dans les industries, les commerces et les transports. Pourquoi l'industrialisation? Parce que c'est là que ça se crée des richesses. C'est là qu'on trouve des emplois. Et ça s'est fait, on a qu'à transformer de matières premières, donc en produits finis qu'on peut commercialiser dans les commerces, qui utilisent aussi une part importante de l'énergie. Et c'est via l'industrialisation qu'on peut réduire la pauvreté et surtout faire en sorte que l'économie soit dans les mains des Congolais. Ce qui sont possibles, on a l'agroalimentaire, les matériaux de construction, la défense, tiens, ça on en a besoin vraiment maintenant. La distribution, l'électronique, l'informatique, la chimie, etc. C'est tout un tas d'industries qui sont possibles, qu'il faut mettre en avant et valoriser davantage. Pardon. Alors, maintenant, on s'est posé la question de savoir quels sont les besoins en énergie pour notre pays. C'est quoi nos besoins réels? C'est assez simple. Bon, là, je tiens un raisonnement, un calcul assez bête. Je me dis, on est au Congo. Supposons qu'on veut nous mettre au niveau de l'Afrique du Sud. Bon, on peut bien dire qu'on veut nous mettre au niveau des États-Unis, de l'Europe. Pas pourquoi aller loin. Soyons un peu modestes. Arrivons au niveau de l'Afrique du Sud. Si on veut arriver en Afrique comme l'Afrique du Sud, quelle est la quantité d'énergie dont on a besoin? Un petit calcul, voilà, j'ai donné les données, voilà, la superficie de l'Afrique du Sud, 1 219 000 km², pour nous c'est là-bas. Il y a 59 millions d'habitants ou 60 millions d'habitants en Afrique du Sud. Ici, je prends la base de 100 millions d'habitants en RDC. La densité de la population, c'est pas trop différent parce qu'on a, en Afrique du Sud, c'est 49 habitants par kilomètre en chiffres. Donc, ça, c'est la situation actuelle. On consomme 38,9, l'équivalent en térawattheure par an, c'est ça. Et si on veut une RDC émergente, donc, qui arrive au niveau de l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud fait partie des pays émergents, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de 269 mégatonnes équivalent pétrole par an. Soit en térawattheure, d'un térawattheure c'est 17,12 par an, dont nécessairement 85% doivent être utilisés dans les industries et 15% dans les ménages. On doit garder les proportions des autres pays. Alors, lorsqu'on regarde encore plus en détail, toujours dans les besoins de notre RDC émergente, nos besoins, je les reprends là-bas, 3146 TWh par an. Si on prend
le potentiel hydroélectrique que nous avons de 100 gigawatts, ça correspond à une production annuelle d'énergie de 900 TWh. Inga, c'est juste 380 TWh, donc ces 380 là sont compris dans les 900. Si on prend le potentiel solaire qui est estimé à 70 gigawatts, en réalité, avec l'énergie solaire, on prend plutôt le tiers au mieux, ou le quart. Mais bon, on est un peu optimiste, on prend un peu plus, donc le tiers, 200 TWh par an de production possible. Ce qui fait un total de 1100 TWh par an, alors qu'on a besoin de 3000. Ça veut dire que nos besoins en énergie, si on veut nous industrialiser, arriver au niveau de l'Afrique du Sud, si on prend juste l'électricité produite à Inga et dans le solaire, le potentiel solaire, ça ne représente que le tiers de nos besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir chercher le 2 tiers autres ailleurs, dans d'autres sources d'énergie, qui sont le pétrole, les gaz. Évidemment, il faut penser à la transition énergétique, le nucléaire, pourquoi pas, l'hydrogène, voilà, encore. Donc, il va falloir d'autres sources d'énergie si on veut devenir un pays, ne fût-ce que émergent. Si on veut devenir un pays développé, on a besoin encore davantage d'énergie. C'est-à-dire quoi, ces niveaux? C'est que contrairement à ce que l'on a toujours pensé, pour être émergent, la RDC ne peut pas exporter un seul de ses kilowattheures ailleurs. Donc, cette idée, c'est une idée, à mon avis, qui a été répandue pour garder une RDC sous-développée. Alors, le développement, parce qu'on ne veut pas de RDC sous-développée. Le développement, c'est un ensemble de transformations qu'il faut faire sur le plan technique, social, démographique, culturel, quand on en parlait tout à l'heure, changement de mentalité, qui accompagne ces changements, qui accompagne la croissance de la production qui se fait dans les industries. C'est ça le développement. Donc, ces transformations qui accompagnent une croissance de la production qui s'est fait dans l'industrie. Le développement, évidemment, traduit un aspect structurel et qualitatif de la croissance. Il est associé à l'idée du progrès économique et social. Comme on dit ici, le développement passe nécessairement par l'industrialisation, l'utilisation des énergies, l'industrialisation qui prend 85% au moins. Et le PNUD définit encore beaucoup mieux l'industrialisation, plutôt le développement. Ça se caractérise par 3 indicateurs, 3 éléments. L'espérance de vie, qui donne l'accès, qui indique la satisfaction des besoins essentiels, comme accès à l'eau potable, à l'électricité, à un logement, à une bonne hygiène de vie. Le savoir du niveau d'éducation, on en parlait tout à l'heure, dans l'intervention du prof Kapouko. Le niveau d'éducation traduit la capacité à participer, fait en forme de citoyen, à avoir la capacité de participer aux prises de décisions sur leur lieu de travail et dans la société. Il ne faut pas douter, on ne prend pas de bonnes décisions dans notre société. Évidemment, notre système d'éducation est un souci qu'on doit avoir. Forcément, des niveaux de vie qui représentent un peu le pouvoir d'achat des citoyens. Et par rapport à cet indice, on est parmi les tout derniers pays dans le monde, 218 sur 228. Même en Afrique, on ne fait pas mieux. Et lorsqu'on regarde les objectifs de développement durable, qui donnent un peu plus en détail les éléments du développement, on voit que le numéro 1, c'est la réduction de la pauvreté, l'éradication de la pauvreté. C'est ça le terme. Et tous les autres ici, en fait, concourent au premier là-bas. Zéro, faim, voilà, si quelqu'un qui a faim, il peut pas, il ne peut qu'être pauvre, etc. Tous les 19, plutôt 17 objectifs concourent au développement. Et là-dedans, quel est le rôle de l'ingénieur dont j'ai parlé, parce que j'ai dit qu'il y a 4 éléments sur lesquels je veux m'appesantir. Vous avez les énergies, l'industrialisation, le développement et les ingénieurs. Là, je reprends tout simplement les déclarations de Madame Irina Bokova, qui a été directrice de l'UNESCO jusqu'en 2017, sur 8 ans. Qu'est-ce qu'elle dit? Sur les 150 dernières années, c'est l'ingénierie qui a transformé le monde.
Deuxième déclaration. L'UNESCO, elle était tirée de l'UNESCO, pense que c'est l'ingénierie ou les ingénieurs qui portent la transformation, le développement social et économique. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Que l'Afrique subsaharienne a besoin d'au moins de nouveau 2,5 millions ingénieurs et techniciens, et elle invite les pays africains à investir davantage dans la formation des ingénieurs pour leur développement. Là, je m'appuie encore sur un dernier point par rapport à l'UNESCO, dans un rapport qui est sorti l'année passée, l'ingénierie au service, je suis presque à la fin, l'ingénierie au service du développement durable. 3 recommandations sont faites par l'UNESCO dans ce rapport. Il demande au gouvernement, les écoles d'ingénieurs, associations, à faire la promotion et le rôle crucial des ingénieurs dans l'atteinte de 17 objectifs de développement durable. Il demande à ce qu'on finance, on mette en place des stratégies et des financements nécessaires pour former des ingénieurs de haut niveau et à multiplier des actions pour encourager les jeunes filles à embrasser les études d'ingénieurs afin d'en augmenter le nombre. Quand on met en lien les top 5 pays consommateurs d'énergie et leur nombre de production des étudiants de sciences techniques, enfin jusqu'aux maths, etc. Et là, j'ai complété le nombre d'ingénieurs par an. Vous voyez qu'il y a une relation entre la consommation d'énergie, le nombre des étudiants gradués en STEM et le nombre d'ingénieurs que chaque pays produit par an. Pour nous, en RDC, comme je dis toujours, on est à peine une centaine d'ingénieurs par an en moyenne. Il y a eu un rapport aussi, toujours sur l'UNESCO, il y a eu un rapport de 2019 sur les besoins du nombre d'ingénieurs dans les pays de la SADC. Encore une fois, est-ce qu'on a suffisamment d'ingénieurs pour pouvoir appuyer ou supporter l'industrialisation? Et ce qui est intéressant, la RDC a regardé le nombre d'ingénieurs pour 100 000 habitants. C'est pratiquement insignifiant. Encore une fois, si on part du fait que on veut être comme l'Afrique du Sud, parce que eux, ils ont à peu près 200 ingénieurs pour 100 000 habitants. Si on veut être comme l'Afrique du Sud, la RDC a besoin d'avoir 200 000 ingénieurs dans ce pays. Si on se programme sur 10 ans, il faut 20 000 ingénieurs qu'on formerait par an. Donc, on est vraiment loin du compte parce que nous, on est à 100 ingénieurs plutôt en moyenne par an. Si on veut être comme les pays comme l'île Maurice ou les Seychelles, il faut multiplier ce nombre par 2 ou par 3, ce qui est considérable. Alors, c'est là que j'en arrive à la nécessité de créer des grandes écoles polytechniques. C'est un choix que le gouvernement doit pouvoir faire afin qu'on puisse mettre notre pays sur la voie de développement via l'industrialisation. Et dans ces grandes écoles, l'idée serait d'avoir toutes ces matières qui correspondent aux industries qu'on a vues tout à l'heure. Ça va du mécatronique, les énergies, l'eau, les sciences des matériaux dans les constructions, le bois, etc., etc. Alors, qui dit PDL 145, je vais un peu trop vite parce que je vois le modérateur qui me presse tout le temps. Lorsqu'on voit le PDL 145, 10 millions de dollars par territoire répartis dans tous ces secteurs, quand on voit, entretien des routes, c'est un truc d'ingénieur, les mini-centrales, un truc d'ingénieur, pompe solaire, tout ça, c'est des trucs d'ingénieur, à part peut-être la formation des gens. Qu'est-ce qu'on doit dire sur ce PDL 145? C'est qu'à mon avis, il y a nécessité de regarder la manière dont ces ressources sont. Je passe la parole au professeur Jean-Marie Kabea de répondre brièvement, s'il vous plaît, aux 2 questions qui vous ont été posées. C'est plutôt Jean-Marie Béa, oui. Bon, merci beaucoup. J'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à la gouvernance de la gestion du projet, mais je dirais tout simplement, comme mon collègue le professeur l'a dit, pour que ça marche, il faut choisir de bonnes personnes. Le conseil spécial a fait mention de l'ensemble des ministères qui sont concernés. Il va de soi que si
chacun de ces ministères, le gros de ces ministères envoie des gens qui n'ont pas la compétence, ça va se planter. La gouvernance, c'est vraiment un problème de personne. La personne qu'il faut, à la place qu'il faut, c'est ça qu'on a toujours eu comme problème au Congo. Si on mettait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, jamais la RDC aurait un problème. Je dis toujours. Seuls 15% d'énergie consommée dans le monde, c'est dans les ménages. Le reste, c'est dans l'industrie, dans le commerce, dans le transport, donc dans les activités qu'on fait. Parce que c'est dans l'industrie qu'on crée des emplois. Le conseil spécial a montré lors de sa présentation que si on donne l'électricité gratuitement, c'est possible, mais ça ne va pas durer parce qu'il faut entretenir les machines, il faut renouveler des pièces de rechange, il faut, sans ça, on peut vous donner de l'électricité aujourd'hui, vous êtes content, et le lendemain, il n'y a rien qui marche. Regardez, on a vu la tournée du chef de l'État à un moment dans les Kasaï, vous avez suivi que le chef est là, il a l'électricité, tout le monde est content, le chef s'en va, il n'y a plus d'électricité. Ça, vous le savez, hein? Pourquoi? Parce que il n'y a pas de gens qui travaillent pour pouvoir payer l'électricité et permettre à ce que la société d'électricité puisse fonctionner. Et c'est vraiment ça qui est très important. Alors, une espèce de définit par rapport à la question du professeur Marcel. Non, ça c'était le conseil spécial. Pour moi, c'était la grande partie de l'énergie consommée, ça vient de la biomasse. En fait, ça c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Le gros de l'énergie que nous consommons, c'est pour préparer à manger, hein, avec les bois, etc., etc. 95% de l'énergie qu'on consomme en RDC, le reste d'éclairage que nous avons ici, ou ce qui est utilisé dans les mines, c'est à peine 5%. Et j'ai montré qu'on est largement en deçà de ce dont nous avons besoin. Encore une fois, si on choisit de nous sous-développer davantage, ce qui est le cas depuis des années, depuis que pratiquement que le Belge est parti, on reste dans ce schéma. Si on choisit de nous développer, c'est un choix qu'il faut faire. Il faut commencer à penser différemment, à chercher à industrialiser le pays, chercher à ce qui est davantage un budget important. Un si grand pays ne peut pas avoir un budget, même les 10 milliards, on est content. Mais l'Angola, je pense qu'elle a peut-être 50 milliards, enfin, je sais pas les chiffres, c'est plus petit que nous. Donc tous les pays, nous sommes parmi vraiment les tout derniers pays qui ont un budget, mais je pense qu'il n'y a que le Burkina Faso qui a moins que nous. Donc, il va falloir, c'est un choix, hein, le développement, comme je l'ai dit, c'est un choix qu'il faut faire, un choix qui implique un certain nombre de décisions, un certain nombre de comportements. Évidemment, il va falloir, même pour choisir ça, il faut changer la mentalité, c'est un peu ta spécialité. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, monsieur le conseiller, sous votre respect, nous n'allons pas abuser de votre temps. Je pense que nous allons suspendre la séance des questions-réponses. Parce que tout à l'heure, nous allons recevoir un autre conseiller qui va venir pour faire sa présentation. Je vous en prie, monsieur le conseiller, monsieur le professeur, vous devez gagner vos places. Ouf.